Faut-il investir dans l'entreprise Leggett & Platt aux États-Unis? Je vous ai fait une vidéo il y a 2, 3, 4 semaines sur Walgreens et sur l'intérêt ou non d'investir dans cette entreprise. Et je sens que le format vous a plu. Je ne vais pas vous faire tout un tas d'entreprises comme ça analysées sur la chaîne YouTube. Mais pourquoi pas parler de Leggett, qui est un cas également très intéressant puisque c'est une dividend king qui inquiète pas mal les investisseurs ces derniers temps. Donc, comme j'ai fait il y a 3-4 semaines, on se retrouve sur l'ordinateur et je vous dis tout ce que j'ai pu trouver sur cette entreprise qui est intéressant et ce qui est peut-être un poil plus inquiétant. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur comme prévu. J'ai mes petites notes ici, donc ne soyez pas surpris si je regarde vers le bas, c'est normal. Leggett & Platt, on va parler un petit peu de cette entreprise. On va pas faire une analyse fondamentale complète, ça serait bien trop long en vidéo, mais on va aller voir les points les plus importants et les plus délicats, puisqu'en effet c'est une entreprise qui, entre guillemets, pose question en ce moment. Donc voilà, on est sur l'entreprise justement sur Google, 18,64 $ et surtout un rendement de presque 10% en ce moment. On parle ici d'une dividend king. Si on va sur le site dividende.com, on voit que ça fait 53 années de suite que le dividende est augmenté. Donc, beaucoup pourraient prendre un raccourci, se dire, bon, 53 ans d'augmentation du dividende, dividend king, 10% de renta, boum, boum, boum. J'ai trouvé la pépite, on fait du all-in sur Leggett. Alors, évidemment, trouver des dividend king à 10%, ça n'existe pas, très rarement. Si vous allez voir la liste des dividend king, je peux peut-être vous la sortir ici. Oui, eh bien, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Si je vais trier cette liste que je vous offre d'ailleurs gratuitement sur mon site par rendement, on voit qu'on a Altria qui frôle eh bien les 10% aussi, mais c'est tout. Donc, il n'y en a pas énormément. Pour récupérer cette liste, c'est dans la barre de description. Alors, Leggett, c'est quand même pas une petite boîte, hein, c'est une capitalisation de 2,5 milliards. Pour parler un petit peu de ce que fait Leggett & Platt, c'est une société, on va dire, de produits manufacturés qui intervient dans tout ce qui est fourniture, siège automobile, pardon, produits industriels ou tout ce qui est lit, canapé, sofa. Si on va sur leur site ici, eh bien, hop, ma caméra elle a disparu sur le côté. Je sais pas si vous allez me retrouver ou pas. Bon, c'est pas très grave. Si on va sur leur site, eh bien, on peut voir que c'est voilà, des produits manufacturés de la vie de tous les jours, ce qu'on appelle la consommation cyclique, puisque justement, eh bien, Leggett est dans le secteur de la consommation cyclique. Vous voyez, par exemple, des ossatures pour les lits, des produits comme ça. Enfin, c'est très technique, hein, c'est vraiment pour des sofas, des canapés, du textile et compagnie. Ok. Ma caméra a-t-elle réellement disparu dans les méandres de mon navigateur Internet? Ou puis-je la récupérer? Tac, c'est bon, je suis de retour, les amis. Alors, Leggett & Platt, pour revenir sur la fiche Wikipédia, donc c'est une très grosse boîte, hein, 2,5 milliards de capitalisation, ça a été créé en 1883. On parle pas d'une boîte qui a été créée récemment, c'est 20 000 employés, donc c'est pas rien du tout. Récemment, il y a quoi? Il y a un gros mois ont été publiés les résultats du 4e trimestre que je vous ai normalement sous la main ici. Ouais, ici sur le site directement de l'entreprise. Donc le 8 février ont été publiés les résultats du 4e trimestre et donc de l'année complète. Pourquoi il me fait partir ma caméra à chaque fois? À croire qu'on ne veut pas montrer ma gueule. Bon, bah écoutez, c'est comme ça les amis. Ok, les ventes, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 1,1 milliard pour le 4e trimestre, qui a représenté donc une baisse de 7% par rapport au même trimestre l'année précédente en 2022. Ok, c'était quand même légèrement au-dessus de ce qui était attendu par les experts, enfin par les analystes, on va dire par le consensus. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite concernant les bénéfices, donc l'EPS, le bénéfice net par action, on voit qu'il est de 0,26 pour le 4e trimestre et c'est en baisse de 13 centimes. Donc, il était à 0,39 pour le 4e trimestre de 2022, donc l'année précédente. Donc, on a grosso merdo un chiffre d'affaires et des bénéfices par action qui sont plus faibles par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ok, bon, c'était attendu, on va pas se mentir, parce que pourquoi c'est attendu? Parce qu'on est quand même dans un contexte où aujourd'hui, eh bien, c'est quand même un petit peu compliqué pour les finances de beaucoup de personnes. Voilà, je récupère la caméra. Merci. Non, que sur un onglet. Bon, bah écoutez, ça me turlupine, mais c'est comme ça.
Donc, c'était attendu cette baisse de résultats, tout simplement parce que vous savez très bien comme moi, actuellement, beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'argent, ou en tout cas n'ont pas trop d'argent. Cette entreprise, elle évolue malheureusement dans le secteur des biens de consommation cyclique, donc ils sont pas prioritaires dans le ménage dans le foyer des gens. Donc, c'était attendu et c'est d'ailleurs le cas, comme on va le voir après, lors de la crise financière de 2008-2009, l'entreprise avait fortement vécu une chute de ses bénéfices. OK, donc suite à ces résultats, le board a annoncé qu'a priori, les prévisions pour l'année prochaine seront un peu moins bonnes qu'espéré. D'ailleurs, le CEO l'a dit ici, 2023 était une année encore compliquée pour notre marché parce que on a une faible demande de la part du marché. En fait, voilà, encore une fois, consommation cyclique, donc c'est plutôt compliqué. Ok. D'ailleurs, suite à ça, ils ont annoncé le 16 janvier qu'ils ont mis en place un plan de restructuration. Alors, je crois qu'ils ont peut-être fermé un plan de production ou je sais plus trop ce qu'ils ont fait précisément. Je suis pas allé chercher en détail les détails justement, mais je crois qu'ils ont vraiment fait un beau petit plan de restructuration pour améliorer les marges et les bénéfices. Ok. Donc ça c'était pour les résultats du quatrième trimestre. Et puis, du coup, pour l'année, c'est pareil. Pour l'année, les baisses, les ventes, pardon, le chiffre d'affaires ici, il a baissé de 8% et le bénéfice net ici, il a baissé de 88 centimes par rapport à 2022. Donc, pour 2023, on a un bénéfice net par action de 1,39 $. Donc, tout est en baisse. Concrètement, si on doit résumer les choses, c'est une année qui est vraiment pas terrible et ça ne s'arrête malheureusement pas à ça. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si je vous ai préparé cette page ici. On a ici donc le earning per share, donc le bénéfice net par action. Il faut savoir qu'ils avaient quand même un beau petit rythme entre 2009 et 2019, entre ici 2009 jusqu'à quasiment à gauche là 2019, 2,32. Donc, on est arrivé à 2,32 en 2019 et on a commencé à 0,70 en 2009. Donc, en 10 ans, ils ont eu un très, très beau rythme d'augmentation du bénéfice net par action de presque 14% par an. Donc, c'est vraiment excellent. Mais sur les dernières années, hop, la caméra revient. Sur les dernières années, là, ça a été un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Il y a eu la pandémie, donc forcément, ça a été pas du tout la priorité des gens qui n'avaient soit pas le budget parce que plus de travail, soit tout simplement parce que les magasins étaient fermés, d'acheter tout ce qui est sofa, lit et compagnie. Et ensuite, on a eu la récession là de 2021, 2022, 2023. C'était pas terrible. Alors 2021, il y a quand même eu un sacré rebond qui est intéressant ici, mais 2022, 2023, ce sont des années qui sont compliquées pour l'entreprise. OK. Donc en fait là, l'entreprise elle est vraiment sur un point un petit peu de bascule où ça fait quand même longtemps qu'elle est là, ça fait longtemps qu'elle a démontré qu'elle était en capacité d'augmenter son dividende année après année pendant 53 ans de suite. Mais là, on commence à se poser sérieusement des questions pour le dividende. On va en parler un petit peu plus loin juste après. OK. Voilà, encore une fois, c'est pas surprenant. Pendant les récessions, cette entreprise souffre. Je sais pas si on a 2008-2009 ici, mais 2009, voilà, c'était vraiment pas terrible et 2008 non plus. Malheureusement, je peux pas vous montrer avant, mais 2008-2009, si on va chercher directement sur le site de l'entreprise les bilans et je suis allé le faire, c'était vraiment pas terrible et ça a baissé de 50%, boum, d'un coup en 2008 et 2009 les bénéfices nets par action. Donc c'est la typologie même de l'activité de l'entreprise. OK. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire l'entreprise concrètement pour améliorer tout ça? Il n'y a pas 50 000 choses. C'est soit on fait des acquisitions aujourd'hui pour pouvoir booster entre guillemets son catalogue de produits, soit on arrive à faire en sorte que les ventes organiques, donc naturelles, augmentent en augmentant la demande, soit on fait ce qu'on appelle un rachat d'actions. Donc ici, je vous ai sûrement préparé également l'état des actions. Tac, tac, tac. Ça m'énerve de devoir réactiver ma caméra à chaque fois. Je sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça m'arrive. Share outstanding, excusez-moi l'action. Donc, ce que peut faire l'entreprise, c'est tout simplement de racheter ses actions comme elle l'a fait dans le passé. On voit ici qu'il y avait 160 millions d'actions et qu'elle en a racheté des actions, 150 millions, 145 millions, 140 millions. Là, on est à peu près à 137 millions d'actions disponibles. Ça, c'est un moyen de booster son bénéfice net par action et donc la valeur pour les actionnaires. Donc, potentiellement, acquisition, augmentation des ventes organiques via du marketing et rachat de ces actions. Ça, c'est quelque chose sur lesquels l'entreprise peut se concentrer. OK. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant le prix de l'entreprise, de l'action? C'est vrai qu'elle me paraît vraiment chère en ce moment en plus. C'est ça qui est triste, c'est que en effet, ça s'explique mine de rien. Si on a un rendement à 10%, potentiellement, c'est qu'il se passe quelque chose derrière et c'est le cas à 18,64 $. Ça me paraît 10% trop cher. C'est-à-dire que l'action, pour moi, vaut à peu près 17 $, mais pas presque 19 $.
Donc, je trouve que c'est une action qui se paye cher en ce moment. Elle a toujours eu l'habitude de se payer un poil cher, cette entreprise, dans le passé. Si on va encore une fois sur Macro Trends et qu'on récupère les ratios concernant le prix, donc le PE ratio ici, on voit qu'on a eu un PE dans le passé bien de 10, 13, 12, 11, 15. Ça a monté là fort en 2014-2015. 13, 14, 12, 16, 18, 14, 18, 19, 20. Voilà, sur les dernières années, là, 20, c'est un peu cher. Donc, je trouve que c'est toujours payé un poil trop cher, cette entreprise. Et en ce moment, c'est encore le cas. Donc, être attiré par un dividende à 10%, c'est une chose. Mais si on paye encore une fois trop cher l'entreprise par rapport à ce qu'elle génère réellement en bénéfices et en cash flow, bah, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Parlons du dividende, justement, parce qu'on vient parler rapidement de la valorisation de l'entreprise. Parlons du dividende. Malheureusement, le dividende aujourd'hui me paraît peu safe dans l'état des choses, en tout cas sur la base du bilan comptable de 2023, 2022, 2021. On a un payout ratio qui est relativement élevé. Si on va donc voir tout ça sur Macro Trends, c'est dans Other Metrics, si je dis pas de bêtises, voilà, Dividend Yield. Donc, on voit qu'on a un payout qui a fait qu'augmenter, preuve en est des 53 années d'augmentation du dividende. Et en fait, là, on a un très, très gros yield. Alors, malheureusement, j'ai pas le payout ratio, mais comme ici, on voit en 2008 et 2029. Alors, sur dividende.com, je devrais l'avoir. 138% ici. Forward. En sachant que 2023, c'était 131%, 2022, 77%, 2021, 57%. Et 2024, on est sur une estimation plutôt de 153%. Donc, bah, voilà, encore une fois, ça veut tout dire. Un payout ratio au-dessus de 100%, c'est-à-dire qu'on verse plus que ce qu'on devrait pouvoir se permettre de verser. Donc, on l'a déjà vu dans le passé avec la crise financière, comme je te l'ai montré ici, où en 2008-2029, le payout ratio également était au-dessus de 100%. Et l'entreprise a su verser, maintenir et augmenter son dividende pour rester, ou en tout cas devenir une dividend king. Mais c'est pas une situation qu'on peut faire en sorte de garder extrêmement longtemps dans ces conditions, parce que à 150%, il y a un moment où ça va coincer. Donc, pour l'instant, le dividende, il est toujours là, mais on n'est clairement pas sur un risque zéro que le board, l'équipe directrice se dise le dividende, aujourd'hui, il faut le couper. Donc, on verra ce que ça donne, le couper ou le réduire. D'ailleurs, on ne sait pas. En tout cas, on sait quand même que le board a une tendance plutôt forte à maintenir et augmenter son dividende. Preuve en est, ça fait quand même 53 ans, encore une fois, que le dividende, il est augmenté. Et d'ailleurs, des entreprises dans le secteur des biens de consommation cyclique, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à augmenter leur dividende aussi longtemps. Il n'y en a que 3. On voit ici, il y a GPC, il y a Lowe et il y a Leggett. Donc, tu vois, c'est quand même plutôt un exploit, encore une fois, parce que le secteur en question des biens de consommation cyclique est extrêmement cyclique, comme son nom l'indique. Et donc, en cas de récession, boum, ça souffre très, très fort. Et ça peut être parfois difficile d'assumer un dividende si on n'a pas suffisamment de trésorerie de côté. OK ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'entreprise ? Donc, l'entreprise, c'est à peu près tout. Si vraiment je voulais faire simple, je sais pas depuis combien de temps je parle, 12 minutes. Je veux pas faire une vidéo trop longue. De toute façon, il n'y a pas 50 000 possibilités pour aujourd'hui l'entreprise. Faut voir vers quoi on se dirige déjà naturellement d'un point de vue macroéconomique. Est-ce que ça va durer aussi longtemps que ça ? La plus ou moins récession, parce qu'encore une fois, il y en a qui le sentent, il y en a qui le sentent pas. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a quand même une grande partie de la population aux États-Unis qui a du mal à terminer les fins de mois. Donc pour Leggett & Platt, ça va être la priorité d'optimiser les marges et de relancer au mieux les ventes organiques via le plan de restructuration. Je pense que l'entreprise continuera d'augmenter ses bénéfices nets par action dans le futur. On va peut-être avoir une petite pause, on va peut-être avoir une petite réduction du dividende pour le bien de l'entreprise. Encore une fois, tout est possible et c'est vrai que c'est extrêmement dur d'anticiper ce genre de choses. Tout comme le dividende peut être maintenu et l'entreprise via son plan de restructuration va faire en sorte que on arrive à traverser l'épisode actuel comme elle a traversé plein d'autres épisodes dans le passé. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce que je vous avais ouvert d'autre concernant l'entreprise Non, il n'y a pas forcément autre chose que je vais vous dire ici. Ça, on en a parlé. Ouais, ça, on en a parlé. Ça, c'est le cours, on s'en fout. Ça, je vous l'ai montré. Donc ouais. Et puis le free cash flow, il y en a un tout petit peu, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas non plus foufou. Quand on regarde le free cash flow dans financial ici, cash flow statement, net cash flow. Voilà, c'est quand même
pas énorme. Et puis il y a des années où c'est vraiment pas terrible. Ouais, c'est un peu en dents de scie. On voit, il y a du 28 millions là en 2016, 244, moins 258, moins 20, 100 millions, 12 millions, moins 45, 49. Donc c'est compliqué. On voit que le dividende il coûte ça. Non, c'est pas le bilan le plus sexy qu'on ait pu voir récemment. Je vais pas vous mentir. C'est pas le fondamental, les fondamentaux les plus incroyables clairement en ce moment. Leggett, malgré son historique, encore une fois, comme je vous le disais, je crois pour Walgreens, comme je vous le disais pour VFC également, une entreprise qui avait un bel historique. VFC, je sais pas si ça vous parle. Je vous la mets ici rapidement. Qui avait un bel historique et qui a coupé son dividende il y a pas longtemps, en pleine pandémie, si je dis pas de bêtises. Eh bien, rien n'est jamais acquis pour une entreprise. Aussi longtemps soit le dividende versé, eh bien, encore une fois, tout peut se passer dans la vie d'une entreprise. Donc, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez, vous, en portefeuille cette entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une entreprise que vous surveillez pour potentiellement l'acheter à un bon prix? Est-ce que vous la trouvez trop chère comme moi? Est-ce que le dividende vous paraît dangereux comme moi? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de boîte? Est-ce qu'il y en a qui vont dire c'est des boîtes vieillissantes, ça m'intéresse pas? Moi, je préfère aller dans de la technologie. Il y en a d'autres qui vont dire ça reste des mastodontes, on aura toujours besoin d'eux. Et ils traversent un épisode délicat et ils vont s'en remettre. Donc voilà, encore une fois, une entreprise, c'est jamais tout droit comme ça la croissance. Il y a évidemment des moments où c'est un petit peu les montagnes russes. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires si dessous, si vous voulez récupérer la liste des actions qui sont des Dividend Kings, c'est dans la barre de description également, avec d'ailleurs plein d'autres ressources. Donc, n'hésitez pas à aller vous servir de ce côté-là. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.